Un après-midi calme et humide de novembre 2014, un pépiniériste de l'Est du Venezuela travaillait avec son fils de 4 ans venu passer la journée avec lui. Il s'était bien amusé toute la journée et, avant de finir, le père est allé chercher de l'engrais au champ pour l'emballer pour la vente. Le petit garçon a suivi son père et a vu une canette de soda ouverte près de lui pendant que son père travaillait. Curieux et sans doute assoiffé, il a saisi la bouteille, espérant en boire une gorgée sans que son père s'en aperçoive. Mais au moment où sa petite main a saisi la canette, une paire de longues pattes épineuses en a jailli par l'ouverture. Avant qu'il ne réagisse, une vive douleur brûlante lui traversa le bras. Le garçon a fait tomber la canette et a crié frénétiquement. Quoi que ce soit, la créature l'avait attaqué et était toujours à l'intérieur. Voyant son fils souffrir, le père s'est précipité et a frappé la canette, pensant à un scorpion ou un serpent. Plus il frappait fort, plus c'était clair. Cette chose ne mourait pas facilement. Sa carapace était terriblement dure, et chaque fois qu'il essayait de l'écraser, la créature ripostait sans relâche, essayant aussi de le frapper. Après de longues minutes, il parvint enfin à la tuer, tenant des fragments d'un étrange prédateur. Il a conduit en urgence son enfant en pleurs à l'hôpital, espérant que les médecins identifieraient la cause et agiraient vite pour soigner sa piqûre. Mais avant que quoi que ce soit puisse être fait, l'état du garçon s'est détérioré en quelques heures. Sa vie s'est éteinte, emportée dans une douleur insupportable. Ce n'est que plus tard que les chercheurs de l'université d'Orient donneraient un nom au tueur. Et ce n'était ni un serpent, ni un scorpion, ni un insecte ordinaire. D'ailleurs, il y avait quelque chose de bien plus troublant, et sans précédent. La créature avait un long corps blindé inquiétant, des pattes innombrables et des crochets acérés. Avec eux, un venin si puissant qu'il terrassait même les plus féroces prédateurs. Voici l'arthropode le plus terrifiant du monde, la scolopendre géante d'Amazonie. Cette grotte vénézuélienne est plongée dans l'obscurité totale alors que le soleil s'est couché, et à l'intérieur un affrontement silencieux entre deux prédateurs aveugles est sur le point de se dérouler. Le plafond de la grotte est rempli de chauves-souris, agitées et prêtes à s'élancer dans la nuit pour leurs habituelles parties de chasse. Tandis qu'au sol, un mille-pattes géant de l'Amazonie a déjà perçu leur présence, avec ses antennes frémissantes. L'insecte aveugle rampe avec précision, escaladant la paroi de la grotte jusqu'au plafond. Là, il accroche ses 2 dernières paires de pattes à la pierre et laisse pendre son corps blindé. C'est une installation planifiée, ses antennes ayant localisé l'endroit exact d'où s'échappent la plupart des chauves-souris. De là, cela ne prend pas longtemps. Dès que la volée suivante apparaît, la scolopendre frappe et saisit une chauve-souris en plein vol, l'enserrant de son corps musclé. Des dizaines de pattes griffues s'enroulent autour de la victime qui se débat avant qu'elle n'injecte son venin directement dans la proie pour la neutraliser. Ensuite, lentement et méthodiquement, elle passe plus d'1 heure à ronger la chauve-souris jusqu'à ce que chaque morceau soit dévoré, un repas presque 2 fois plus grand et lourd qu'elle-même. Mais les chauves-souris ne suffisent pas à expliquer la férocité troublante de cette créature. Il y a bien plus dans ce cauchemar, et nous y reviendrons bientôt. D'abord, donnons à ces lâcheurs l'introduction qu'ils méritent. Scolopendra gigantea, également connu sous le nom de mille-pattes géant à pattes jaunes du Pérou ou mille-pattes géant de l'Amazonie, est la plus grande espèce de mille-pattes sur Terre. Présente dans une grande partie de l'Amérique du Sud et du sud des Caraïbes, prospérant dans les forêts tropicales et subtropicales, qu'elles soient luxuriantes ou arides, elle préfère l'ombre sous la litière de feuilles, les rochers et les troncs d'arbres tombés ou tout autre recoin humide et sombre. Elle peut trouver des endroits comme des tas d'ordures, des gravats, des pots de fleurs ou même des fissures dans les murs et plafonds voisins. Cette créature porte bien son nom, c'est un monstre par sa taille. Un adulte peut mesurer jusqu'à 30 cm, presque la taille d'un avant-bras humain, avec un corps semblable à une armure vivante. Il est divisé en 21 à 23 segments solides en forme de plaque, chacun portant une paire de longues pattes sombres teintées de jaune qui frémissent et s'enroulent avec une précision troublante. Son exosquelette aplati brille comme de l'os poli, conçu à la fois pour se plier et écraser. À l'avant, la tête porte 2 longues antennes qui sont de l'air, et sous celles-ci se trouvent ses armes les plus terrifiantes. Une paire de forcipules recourbées et acérées, injectant du venin capable de percer la peau, les muscles et même les petits os de ses victimes.
Comme la scolopendre, la tarentule possède un venin mortel et détecte les mouvements grâce aux fins poils de ses pattes, réagissant juste à temps pour abattre tout ce qui la menace. Mais en termes de vitesse pure et de férocité, la scolopendre géante est d'un tout autre niveau. Dotée de nombreuses pattes puissantes, elle bondit et s'enroule autour d'une mygale, l'écrasant en quelques secondes. Ses forcipules acérées, semblables à des crocs, peuvent transpercer directement la carapace résistante de l'araignée, tandis que sa propre armure, faite de plaques épaisses et superposées, est presque impossible à percer pour la mygale. Alors, lorsque ces deux titans venimeux se croisent, les chances penchent presque toujours en faveur de la scolopendre. Les antennes de la scolopendre ont perçu les mouvements d'une mygale proche et elle s'est précipitée sur elle à une vitesse terrifiante. Avant même que l'araignée ne puisse réagir, le long corps blindé de la scolopendre s'est enroulé autour d'elle comme un étau vivant, piégeant le prédateur impuissant, tandis que ses forcipules s'enfonçaient profondément, injectant un venin qui a rapidement neutralisé l'araignée. Le combat était terminé presque aussitôt qu'il avait commencé. Mais dans l'immensité de l'Amazonie et de ses environs, les tarentules ne sont qu'un ennemi redoutable parmi d'autres que la scolopendre doit affronter, et ses combats tarsans sont rarement faciles. L'un de ses adversaires les plus redoutables est le serpent. Bien sûr, un grand serpent ne laisserait jamais la scolopendre s'approcher. Mais lorsqu'il s'agit de serpents de taille moyenne, même ceux qui font 2 fois sa longueur, le combat devient une véritable épreuve de survie pour les deux adversaires. Les crotales à travers les Amériques, par exemple, possèdent du venin. Son venin est bien plus mortel et rapide que celui des autres scolopendres, et cette géante semblait consciente de son combat féroce contre le serpent. La scolopendre se positionne près du serpent, empêchant le reptile de frapper correctement. Ses pattes crochues s'enroulent et se tordent autour du corps du serpent, comme un nœud coulant qui se resserre, le maintenant en place. Chaque fois que ses crochets venimeux percent la chair, le serpent se débat violemment de douleur, mais la scolopendre ne le lâche pas. Elle mord encore et encore, chaque attaque injectant davantage de venin dans son adversaire. Le combat s'éternise tandis que le serpent furieux attaque, fouette son corps et claque des mâchoires dans une défense désespérée. Encore une fois, il échoue à porter un coup net. Ses crocs mordent le vide tandis que les pinces du mille-pattes transpercent ses écailles. Il parvient finalement à se débarrasser du mille-pattes, mais son corps est alors affaibli par le venin. Pendant ce temps, le mille-pattes, toujours en forme, se traîne vers une source d'eau, fait une courte pause, peut-être pour reprendre des forces et finir ce qu'il a commencé. En plus d'attraper parfois des serpents, des chauves-souris ou des araignées, la majeure partie de son alimentation se compose d'une variété d'insectes, de vers, d'escargots, de scorpions, de petits lézards, de grenouilles, de souris et même d'oiseaux de la taille de moineaux. Il utilise à peu près la même tactique pour tout. Il attrape sa proie avec une force brute, la piège entre ses pattes et lui inflige une ou plusieurs morsures chargées de venin, jusqu'à ce que la victime soit paralysée et sans vie. En revanche, si les choses tournent mal pour lui, par exemple face à un prédateur plus grand comme un mammifère, un oiseau ou un reptile, il se défend tout aussi violemment. La même morsure venimeuse entre en jeu, suivie de contorsions et d'enroulements violents pour se libérer. En cas d'échec, il peut arracher ses propres segments corporels pour distraire l'attaquant et fuir. Cet automue, cependant, n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi une partie de sa croissance. Comme chez les autres arthropodes, sa carapace rigide ne grandit pas avec le corps. Donc, toutes les quelques semaines, il doit se déchirer de son ancienne peau et en former une nouvelle. Elle reste plus grande, résistante et épaisse qu'avant. Et comme c'est aussi tordu que ça en a l'air, il lui arrive parfois de se retourner et de manger cette peau qu'il vient de perdre juste après, mais pas seulement la peau. Une mère mille-pattes peut même dévorer ses propres petits si elle se sent menacée ou si elle ne trouve pas assez de nourriture pour satisfaire sa faim insatiable. Les mâles de l'espèce n'ont pas d'organes reproducteurs, alors ils créent une petite capsule de protéines contenant du sperme appelée spermatophore et la laissent quelque part pour que la femelle la récupère et s'autoféconde. Une fois qu'elle a terminé, elle pond entre 10 et 60 œufs dans un terrier, enroule son corps autour d'eux et les garde propres en les léchant, les protégeant ainsi des champignons et des prédateurs. Lorsque les œufs éclosent, les nouveau-nés, appelés néonates, sont de petites versions pâles de leurs parents, visqueux et mous, avec moins de segments corporels et de pattes. En grandissant, leur peau extérieure durcit pour former une armure. Ils muent plusieurs fois durant leur vie et atteignent la taille d'un avant-bras humain à leur espérance de vie maximale de 10 ans.
C'est durant ces premiers stades latéraux que leur venin devient beaucoup plus complexe, se transformant en un mélange mortel de cardio- et neurotoxines, ainsi que d'autres protéines et molécules actives. Sous sa forme la plus puissante, il peut déclencher une réaction allergique sévère appelée anaphylaxie qui, si elle n'est pas traitée, peut facilement être fatale. C'est ce qui est arrivé au fils de 4 ans d'un propriétaire de crèche, dont la vie a été écourtée après une morsure de mille-pattes géant. Il n'était malheureusement pas seul. Chaque année, plusieurs attaques de mille-pattes sont signalées. La plupart des victimes survivent, mais certaines de justesse. En 1999, une fillette de 28 jours a été mordue 2 fois dans son berceau par l'un de ces monstres. Comme précédemment, sa mère a également apporté le mille-pattes mort à l'hôpital pour identification, ce qui a fonctionné pour elle. Après 3 jours de traitement brutal, l'enfant a réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Malgré leur nature mortelle, ces créatures horribles sont encore gardées comme animaux de compagnie exotiques, par des amateurs de sensations fortes qui pensent pour pouvoir les maîtriser. Et comme vous pouvez probablement le deviner, cela ne se passe pas toujours bien. Ces créatures y sont agressives, cannibales et rapides à s'échapper, mettant tout ce qui se trouve à proximité, y compris d'autres animaux de compagnie, en grand danger. Mais après tout, qui ne voudrait pas d'une machine à panique pleine de venin et aux pattes acérées rampant dans son salon à 2 heures du matin? C'est juste pour tester ses réflexes, non? Eh bien, il y a quelques maniaques qui le font vraiment, sans vouloir offenser si tu en fais partie. Quoi qu'il en soit, que penses-tu de ces petits tueurs dérangés? Dis-le moi dans les commentaires et, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.